Salut tout le monde, bienvenue à Loin de sans foot. Olivier Brett avec vous en compagnie de Jean Gounel, de Sydney Faux, comme c'est le cas à toutes les semaines ou presque. Les gars, comment ça va? Ça va, ça a été une longue semaine. Longue semaine. Écoute, ça a été une semaine mouvementée sur le terrain, en dehors du terrain, dans les hautes instances du foot européen comme mondial. Bref, on va essayer de tout couvrir ça dans la prochaine Ah, heure ou à peu près. On va commencer, si vous le permettez, avec ce qui s'est passé plus près de chez nous. Notre segment à domicile commence, Sid, avec un match du CF Montréal qui est, oui, qualifié pour les quarts de finale de Ligue des champions CONCACAF, mais qui a perdu sa première rencontre, défaite de 2-0 face à Orlando. Début peut-être évitable, j'ai hâte de t'entendre là-dessus. Une expulsion qui l'était certainement, celle de Romel Kyoto. Et au final, ben, tes premiers points, tu vas essayer d'aller les chercher à domicile. Je parle de la MLS, à domicile en fin de semaine face à l'Union de Philadelphie. Est-ce que cette défaite-là face à Orlando, sachant ce que tu avais dépensé comme émotion, comme énergie aussi face à Santos Laguna en Ligue des Champions, était inévitable? Alors inévitable, peut-être pas, mais prévisible, je pense que, c'est assez juste comme constat puisque, on a une équipe comme Orlando qui est quand même, depuis 3 ans, en série, qui depuis d'ailleurs particulièrement depuis 2020 où, le restart de la ligue s'était fait, à Orlando par un Mhm. tournoi. On sent que cette équipe-là est sur une dynamique, extrêmement positive et qui, forcément allait opposer une résistance qui n'était pas, du niveau de Santos Laguna. Donc, un match nul aurait été appréciable pour Montréal et je pense même qu'il aurait sûrement mis les ambitions montréalaises très, très, très hautes. Mais la défaite n'est pas honteuse. Maintenant, il y a eu des changements dans le 11 partant, 4 changements notamment entre l'équipe qui était alignée contre Santos Laguna et celle d'Orlando. Des changements clés, notamment avec l'absence de Rudy Camacho au milieu de la défense Mhm. centrale qui, avec son carton rouge, était donc suspendu. Je pense que c'est celui qui a fait la plus grosse différence lorsqu'on voit d'ailleurs comment Waterman s'est fait aspirer sur le premier but et la façon dont a été débordé Miller. Je pense que ce but-là, avec un Camacho, il va être lu assez différemment. Le deuxième, bon, malheureusement, c'est un peu cet éternel débat sur la relance courte qui a alimenté beaucoup de discussions sur les réseaux sociaux. Mais je crois que c'est pas tant un problème. Je suis d'accord avec la lecture de Wilfried Nancy sur l'idée de savoir reconnaître les moments où utiliser la relance courte ou pas. Quand tu rates 4 fois de suite, je pense que ton, ton Q, il était là. Mais c'est vrai que voilà. Contre Orlando, à 13h le dimanche, 3 jours après Santos Laguna, c'est pas une défaite sur laquelle il faut vraiment pas trop s'attarder. Je veux t'entendre, Jean, là-dessus, parce que la relance, c'est vrai que ça a beaucoup fait jaser. Il y en a qui vont toujours rester réticents à cette approche-là parce qu'il y a une part de risque, c'est clair. Ceci dit, là où moi j'ai eu une réflexion qui est passée à un autre niveau parce que j'achète. C'est une façon de jouer qui dit aussi on doit être confortable en possession parce que tu ne peux pas aspirer mhm. l'adversaire comme ça, Jean, si tu n'es pas bon avec le ballon. Donc, de facto, moi, ce que je me dis, c'est que si tes défenseurs sont assez confortables pour relancer comme ça, bien, plus haut sur le terrain, le produit va être intéressant aussi et ça va donner un fond de jeu qui l'est plus qu'il l'a déjà été dans le passé. Fin de la parenthèse. Maintenant, ma réflexion en est à un autre point parce que je me suis dit, tu as Sébastien Breza, qui n'était pas le partant l'année passée au début de la saison, qui n'était même pas le numéro 2. Tu as Joel Waterman, qui n'était pas un défenseur central d'une défense à trois. Moi, puis Sid, je veux t'entendre là-dessus. On va revenir sur le cas Waterman après. Rappelle-moi de le faire si jamais je passe à un autre sujet. Mais bref, tu as beaucoup de changements. Corbeau n'était pas là l'année passée. Kiki Struna y était. Kamal Miller est arrivé, oui, mais là, tu vas attendre un Robert Torkelsen, tu as Louis Binks. Bref, Jean, sachant que tu es un club qui va souvent renouveler son effectif parce que tu ne veux pas être dans le tapis de tes dépenses et tu veux ajouter de la valeur à tes joueurs pour les échanger ailleurs en MLS à fort prix, on l'espère, ou les vendre en Europe. Est-ce que c'est viable, une philosophie comme celle-là, sachant que ça se peut que tu aies plus souvent à recommencer puis à réintégrer des nouveaux que d'autres équipes sur Ouais. lesquelles on a une stabilité? Orlando, c'est un bon exemple, là. C'est des vétérans, c'est des gars qui n'ont pas changé, puis c'est en attaque tu as fait tous tes changements. Ouais, écoute, aujourd'hui, c'est un principe de jeu quand même qui est assez commun, hein, c'est pas une nouveauté et c'est pas quelque chose qu'un club ici ou là pratique. Là, une majorité de clubs maintenant
ont intégré le concept de relance course, c'est-à-dire de disponibilité des joueurs pour venir très bas participer à cette relance. Donc je pense qu'il y a un tronc commun que les joueurs doivent connaître maintenant, hein, c'est-à-dire être capable de reconnaître l'espace dans lequel ils doivent venir offrir une possibilité, créer ce qu'on appelle le surnombre face aux joueurs attaquants, parce que aux joueurs adverses, disons, parce que c'est la base du principe, hein, qui est de créer ce surnombre pour créer un espace et pour pouvoir ouvrir le terrain et créer un espace de Mhm. relance pour rentrer dans un système de jeu qui est celui qui convient le mieux à l'équipe, c'est-à-dire des attaques rapides avec des ballons, avec beaucoup plus d'espace, donc de temps pour pouvoir alerter tes attaquants, pour pouvoir aller chercher Kyoto, que ce soit Camara, etc. Mais l'idée au départ, c'est donc de créer cette situation dès le départ, le début de ta relance. Et je pense que là, un joueur, même s'il intègre une nouvelle équipe, il doit connaître ces bases-là. Il doit être capable de Mais reconnaître la rendu là, situation. Jean, je suis d'accord avec toi, mais rendu là, pourquoi? Parce que c'est même pas à l'arrivée de Wilfried Nancy qu'on a commencé à faire ça. C'est en Non, 2020 avec Thierry Henry qu'on l'a commencé. exact. Qu'est-ce qui explique que. Puis moi, c'est pas le fait que tu encaisses un but sur une relance que tu as échappé. C'est le fait que, comme Sid l'a dit, tu as eu un drapeau rouge, deux drapeaux rouges, trois, si c'est pas quatre drapeaux rouges dans les 5 ou 6 Oui. minutes qui ont précédé. Comment tu te retrouves 1 an et demi, voire 2 ans après avoir commencé à intégrer ça, à pas reconnaître ces problèmes-là? Je veux dire, ce bout-là, pour moi, est inquiétant. Écoute, là, je peux avoir que des hypothèses. Est-ce que c'est une question de concentration? Est-ce que c'est une question de savoir justement reconnaître ces moments où la situation ou le type de déplacement que tu dois faire pour offrir Mhm. la solution? Ce n'est pas non plus une question de défenseur, hein, c'est le groupe. C'est-à-dire que tes milieux doivent participer aussi. Tu dois être capable de reconnaître, est-ce que je dois venir prendre le risque d'une position dans l'axe parce qu'à ce moment-là, les adversaires sont écartés et qu'on va relancer dans l'axe, qui est toujours un petit peu plus risqué, mais parfois c'est la solution. Ou au contraire, est-ce que je dois chercher le plus large sur les lignes? C'est une question de reconnaître, comme je te disais, le moment. Et est-ce que c'est une question de concentration? Est-ce que c'est une question d'habitude? Et là, on revient sur cette idée de, normalement, ce sont des joueurs qui doivent avoir quand même appris ça dans leur bagage. Et au bout du compte, qu'est-ce que c'est? C'est une répétition de ce travail-là à l'entraînement. Oui, et c'est vrai que tu fais très bien de souligner que c'est pas exclusivement la responsabilité des défenseurs. Par contre, si les milieux et les attaquants ne font pas leur job, oui, là, ça devient une décision des défenseurs et du gardien de dire il n'y a pas ce qu'il faut, il n'y a pas le minimum Non, syndical requis pour qu'on fasse ça. Ça fait 3 fois qu'on essaie de sortir de chez nous, ça ne marche pas. Mais garoche dans les estrades, tourne-toi, fais un Patrick Vieira ou un Roy Keane de toi-même, gueule après tout le monde pour les réveiller, puis après, on réessayera par la suite. Sid, au bout du tu pas compte, besoin de me rappeler. qu'est-ce que tu as? Tu as un problème à ce moment-là de communication, hein, clairement. Parce qu'il y a un moment où ton gardien, parce que au départ, c'est la responsabilité première du gardien, parce que c'est la personne qui a la meilleure vision de la situation à ce moment-là, qui doit, donner un certain nombre de consignes et à un moment dire, il y a eu un problème, dire, hey, les gars, ça se bouge, je veux quelqu'un ici, je veux que ça revienne. Cette histoire de distance encore entre les lignes, on l'a vu sur ces questions-là de relance et de préparation, si tu veux, du début de la transition offensive. Mhm. On l'a vu aussi défensivement parce qu'il y a eu encore, et ça, on parle d'éléments qui reviennent quand même de façon assez régulière, des espaces beaucoup trop grands entre les lignes qui ont permis à Orlando de venir jouer. Il y a eu 2-3 situations en première mi-temps en particulier où Orlando aurait pu marquer parce qu'ils sont créés de bonnes occasions et qui sont nés d'espaces devant la défense qui n'étaient pas pris du tout. Sid, une petite minute, peut-être, je veux revenir sur Joel Waterman. Pour moi, ça a été compliqué au milieu de la défense à Santos Laguna lors du match aller en huitième de finale. Je l'ai quand même senti plus à l'aise contre Orlando. Après, je pense que j'ai la même analyse que toi sur certains moments du match, mais qu'est-ce que tu penses? Est-ce que tu revois le Joel Waterman du début de la saison 2021 où là, on se disait, ouf, il y a peut-être une demi, voire même une seconde, une fraction ou une seconde complète de retard sur le jeu, ou le Joel Waterman de la fin de saison dernière
ou là, tu le sens quand même plus à l'aise avec le niveau MLS? Je vois le Waterman sans Camacho, tout simplement. Qui est le leader de la Mhm. défense lorsque tu avais les trois? Tu as Kamal Miller qui est un petit peu dans un slump, un petit peu en dessous, et je pense que c'est la répétition des matchs, lui qui est surutilisé avec le Canada et qui Mhm. est un joueur aussi qui est très, dont le style est très demandant physiquement. Corbeau, est-ce qu'on peut s'attendre de lui qui vient d'arriver, d'être un leader de la défense? Et t'as Non. Waterman. Et c'est la configuration du match aller de Santos Laguna avec certains problèmes de communication dont Jean parlait. Et puis moi, je vais même aller plus loin avec des embrouilles qui étaient visibles à la caméra de joueurs et qui étaient vraiment pas euh, sur la même longueur d'onde. Chose que tu n'as pas du tout Mhm. vu au match retour face à Santos Laguna parce que tu avais Camacho et que tu le voyais avec ses bras, la manière dont il dirigeait la défense, les communications aussi avec Wanyama, parce que cet espace devant les lignes, il faut aussi quelqu'un qui dise à Wanyama, genre, comme viens ici dans cet espace-là pour le fermer, ou connaît, mais on va dire que c'est quand même plus la responsabilité Ouais. de Wanyama. Et tout ça, Camacho le fait. Et c'est pour ça que moi, Waterman, statistiquement, j'ai regardé vraiment c'est l'un des meilleurs passeurs. Pas dans la qualité et la prise de risque Ah de ouais. passe que capable de faire Camacho, mais statistiquement, c'est l'un des meilleurs passeurs de l'équipe. Il pose pas un problème vraiment technique, Waterman, mais au milieu de cette défense-là, où il y a une responsabilité qui est autre, où il y a quelqu'un à un moment donné qu'il fallait dire à Breza, ou lui-même qui dégage ce fameux ballon, ça prend un leadership qui, pour l'instant, ne démontre pas. Donc, c'est là où, c'est vraiment, moi, je suis d'accord avec toi, c'est pas le fait qu'il relance court. Au contraire, je pense que c'est très, très bon de relancer court. C'est simplement, il y a un moment, quelqu'un aurait dû dire, c'est pas ça qu'on doit faire. Et ce quelqu'un-là, ben, quand il est sur le banc ou il est en tribune, là, il y a un travail qui doit être fait, ben, je pense, d'un point de Wilfried Nancy, mais aussi des joueurs en question, Breza, par exemple. Je sais pas si pour toi, comme qui commentait le match, mais est-ce que tu avais conscience que le moment où le but quasiment rentre, on est en train de montrer la reprise La reprise. de l'action Ouais, on précédente. l'a raté le Et but. c'est Ouais. la même action. Mhm. C'est-à-dire que c'est la même action qui aurait dû rentrer 30 secondes avant. Et c'est là où tu te dis, mais attends, mais ils viennent de se passer exactement la même chose. Et je crois que. Donc, je ne suis pas dans l'idée que c'est facile de le dire après coup, etc. Non, là, je pense que quand plusieurs fois Ah, tu ça se rates la voyait bien. même séquence, Ouais. voilà, c'est peut pas. Et j'aurais la même réflexion sur un corner court qui est joué 3 fois de suite. À un moment, tire-le le corner. Si tu peux pas, c'est pas quelque chose que je trouve que voilà que tu dois répéter à outrance. Mais c'est une phase de jeu sur laquelle je suis totalement d'accord dans l'usage et ça, aucun problème avec ça. C'est vrai qu'on était un peu dans la matrice. On nous a présenté la reprise du but avant que le but soit marqué en temps réel. On s'est demandé un petit peu Yeah. ce qui se passait. Et tu sais, les joueurs, les entraîneurs, les dirigeants de club détestent quand on parle après coup. Mais tu as raison de le souligner parce que comme l'expulsion de Romel Kyoto à la mi-temps, nous, à la radio, on s'en parlait. Qu'est-ce que tu fais avec lui? Est-ce que tu l'engueules dans le vestiaire? Est-ce que tu lui demandes gentiment de se calmer ou est-ce que tu le retires carrément si tu sens que ça continue? Euh, à être dangereux pour un gars qui avait la mèche courte. Tu sais, quand tu le vois venir, c'est là où ça devient frustrant. Quand c'est complètement champ gauche, une erreur inhabituelle ou une erreur qui ne pouvait pas se voir venir, là, ça s'explique un petit peu plus. Il n'y a pas juste le CF Montréal, Sid et Orlando qui lançaient sa saison MLS. C'était le match inaugural partout dans le circuit Garber. Y a-tu un ou deux trucs qui t'ont particulièrement qui ont capté ton attention au cours de ce week-end-là parce qu'il y a eu des dégelés solides, là, puis des performances individuelles et collectives assez cinglantes. Je pense entre autres à Cincinnati. Aïe, aïe, ça ne doit pas être facile d'être supporter de ce club-là. Défaite de 5-0 contre Austin. Oui, très belle ambiance d'ailleurs du côté de Austin. Les Verdets, je pense que c'est leur surnom, qui ont vraiment été Faut à la demander à hauteur Matthew de l'événement. McConaughey. Exactement, qui ont été à la hauteur de l'événement. Je ne sais pas depuis combien de temps ça existe en tant que tel, ce fameux MLS is back. Et peut-être d'ailleurs, c'est même le retour Covid qui a fait en sorte que ce hashtag Mhm. et cette façon de présenter la première journée de la Ligue a été mis en place. Mais
gros succès, vraiment intéressant, quasiment que des bons matchs. Bon, il y avait un Houston Real Salt Lake que j'aurais dû passer dimanche soir, mais sur le reste, c'est Mm. vraiment une belle réussite au niveau des ambiances. J'étais agréablement surpris. Et du côté de Los Angeles, je voulais en parler un peu plus Yeah. en détail. Maxime Crépeau, qui pour moi va être un peu l'attraction, le La fil star. rouge Mhm. de mon côté pour la conférence Ouest, qui fait un blanchissage, qui intervient dans une altercation et qui enfin, je suis vraiment content pour lui. Jouer dans un club dominant, je crois que ça va vraiment lui permettre d'avoir toute la tout le crédit que son talent mérite. Et donc voilà, mais après, bon, la vedette est Carlos Vela, avec ses 3 buts, embêté par une grosse blessure durant l'année 2021 et qui semble revenir pour récupérer voilà, son trône. Mais il y aura d'autres joueurs avec lesquels il va le disputer. On a vu Chicharito qui a été décisif dans les derniers moments contre Los Angeles. On voit du côté d'Atlanta, bon, même si c'était un match nul, mais je pense que du côté de l'Atlanta, ça va être intéressant. Martinez aussi en santé, ça va être intéressant. Donc, tellement de belles histoires à suivre. Et non, moi, j'ai beaucoup aimé cette première journée. C'est vrai que beaucoup de matchs étaient un petit peu en même temps. Ça, c'est peut-être à Ouais. corriger d'un point de vue de l'offre. Mais une excellente, un vrai MLS is back et c'est prometteur pour la suite. Ouais, un MLS is back qui n'est pas par défaut au mois de juillet dans une bulle parce qu'on a été obligé d'arrêter ça avec la COVID. C'est ce qu'on avait vécu en 2020. Chicharito t'a parlé du fait qu'il a été décisif aussi dans son choix de garde-robe. Je ne sais pas si vous avez vu passer ses vêtements en arrivant au stade. Jean, je paierais une somme que je peine à décrire pour que tu portes ça un jour en t'en venant à RDS. Je dis ça, OK. je dis rien. On va revenir. Si tu n'as pas vu Jean, je vais t'envoyer une OK. photo tout de suite après. Tu vas halluciner. Euh, je veux qu'on revienne de ce côté-ci de la frontière après notre petite virée en Californie. Belle, ouais, j'ai envie de dire surprise de voir les 3 personnes intronisées au Temple de la renommée du soccer canadien. Ça frappe fort du côté du Québec avec Ryan Wilkinson, elle qui vient du West Island, qui a eu une belle carrière avec l'équipe nationale, qui entraîne maintenant Portland en NWSL. Patrice Mhm. Bernier, qu'on n'a pas besoin de décrire trop, et Martina Franco, qui a également fait partie de l'équipe nationale du côté des dames. Euh, Qu'est-ce que ça te dit sur l'évolution peut-être du soccer au Canada? Parce que c'est quand même assez rapide pour Ryan Wilkinson, peut-être pour Patrice Bernier aussi. Est-ce que tu t'attendais à ce qu'on attende un petit peu plus longtemps ou qu'est-ce que tu t'anticipais à ce niveau-là? Personnellement, non, je pensais que ça faisait oui, ça m'a un peu surpris dans le sens où ça me semble rapide, tant mieux, c'est pas une critique Mhm. du tout. Euh, Dans le cas de Ryan Wilkinson, c'est clairement, oui, c'est l'une des joueuses qui était dans je dirais, la première génération de cette équipe canadienne sous John Rodman. Ouais. Cette équipe qui a fait la transition d'une très mauvaise Coupe du Monde 2011 à une médaille olympique une année plus tard et à cette étincelle qu'on a pu voir dans l'équipe canadienne qui l'a portée, qui la porte depuis une dizaine d'années maintenant. Donc, elle fait partie de cette première vague de joueuses qui ont été les cadres de cette équipe et donc sur lesquelles on peut dire qu'elle peut porter sur ses épaules une bonne partie des succès qui ont été engrangés par l'équipe canadienne durant ces 10 ans. Patrice Bernier, comme tu dis, bon bah, ouais, clairement, que ce soit avec l'impact avec la sélection canadienne, ça a été un joueur fondamental. Et ici, ça a même été le joueur phare au Québec. Mhm. Clairement, le joueur phare au Québec. Pour ce qui est de Martina Franco, elle est sans doute la moins connue des trois, parce qu'elle est là, et pourtant, que ce soit en Women's Super League ou c'est quoi, WPSL, Mhm. enfin, et avec l'équipe canadienne, elle était un moment où pour le Canada, c'était nettement en dessous de ce on voit depuis quelques années, où il y avait comme un creux net. Après la génération Charmaine Hooper,
etc., Mhm. jusqu'au début des années 2000. Ensuite, il y a eu vraiment un creux et une génération qui s'est un peu perdue avant l'arrivée en force de Christine Sinclair et justement Ian Wilkinson et tout ce groupe-là. Donc, elle certainement est moins reconnue du fait qu'il n'y avait pas vraiment la même visibilité pour l'équipe nationale féminine, ni pour le championnat féminin qui avait lieu à ce moment-là, parce qu'il y avait la WUSA, qui est la première ligue. Il y a eu une première ligue féminine qui a fermé au bout de 2-3 ans, qui a repris ensuite sous une autre forme, mais qui a eu beaucoup moins de visibilité, je dirais, pendant quelques temps. Donc, elle a un petit peu pâti de ça. Mais sinon, oui, je suis un peu surpris parce que ça arrive vite, mais tant mieux, parce que ce sont effectivement 3 joueurs et joueuses qui ont été importants dans le développement, je dirais même le tremplin, parce que là, c'est pas simplement un développement, c'est un boom quand même qui est assez notable du foot au Québec, au Canada. Sid, Patrice Bernier, je suis en train de regarder en ce moment les critères. Quand est-ce qu'on va le voir sur le mur de la renommée du CF Montréal? Je vais redescendre les critères parce que ça avait fait jaser un petit peu à l'époque quand Gabriel Gervais et Nevio Pizzolito y avaient été placés. Ne doit plus être membre de l'organisation depuis 5 ans. Là, ça, on s'est toujours demandé si c'était comme joueur seulement ou comme membre tout court. Doit avoir joué un minimum de 100 matchs sous le maillot montréalais et doit avoir disputé une première rencontre avec l'équipe il y a au moins 15 ans. C'est à la fin de l'année qu'on règle ça. Mes calculs, est-ce qu'ils sont bons? C'est en 2017 que Patrice Bernier a pris sa retraite. À Noël, Patrice est sur le mur de la renommée. C'est de même ça fonctionne pour les séries, mettons? Et maintenant que tu l'as dit, ça va être fait. je sais que, je sais que notre podcast est très, très, très écouté. Mais oui, c'est vrai que ça m'a, moi, surpris, même si je connais pas trop les mécanismes du Temple de la renommée Soccer Canada, Mhm. de facto, je trouve que Patrice, il est jeune, relativement pour tout ce qui va être d'immortalisation. Mais c'est après, le mérite, il est plus qu'évident. Et je pense que oui, du côté du CF Montréal, il y a comme critère ou pas critère, quand on a Patrice Bernier dans sa cour, il faut l'utiliser autant que possible et je pense que ce serait très bien parce qu'il y a un autre aspect qu'on peut ajouter, c'est que depuis la fin de sa carrière, quel ambassadeur du soccer, je le vois très très sollicité par les réseaux américains de la MLS et c'est vraiment un porte-drapeau extraordinaire. Donc beaucoup de joueurs après leur carrière, même lorsqu'on parle d'entraîneur, c'est pas non pas ce rayonnement comme il a et toujours avec l'idée de faire grandir le Québec et la passion du foot au Québec. Donc pour toutes ces raisons-là, je suis très 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 fier pour lui, même à titre personnel. Et je pense que du côté du CF Montréal, quels que soient les critères qu'ils avaient mis pour leur mur, allez-y, peinturez-le le mur, peinturez-le. Vous avez des joueurs comme Patrice Bernier, des personnes comme Patrice Bernier. Il faut y aller. Oui, et moi, j'ai jamais compris qu'on considère, tu sais, ne doit plus être avec l'organisation depuis au moins 5 ans. Et pour moi, c'est à titre de joueur, là. Sinon, ça ne fonctionne pas. Ce que tu veux, c'est garder des gens dans ton organisation, idéalement, tu sais, après Yeah. leur graduation de joueurs. Eddie Sebrango, par exemple, si tu voulais le mettre sur le mur de la renommée, tant qu'il coach à ton académie, tu ne peux pas le mettre là. Je veux dire, pour moi, ça, ce serait complètement absurde. Et c'est la raison pour laquelle, à la fin de l'année, tiens, on va donner un peu de sursis. Là, si ça prend 4 mois pour trouver un président, ça va peut-être prendre un petit peu plus longtemps. On va donner un sursis jusqu'au début de l'année prochaine. Mais là, maximum 2023, come on, la gang. Patrice Bernier sur le mur de la renommée, s'il vous plaît. Jean, là, ça, je Yeah. brûle d'envie de te parler de ça depuis quelques jours maintenant. On passe à notre segment en temps additionnel. Jesse Marsh. Si je t'avais dit en 2012 que non seulement il coacherait en Premier League, mais qu'il coacherait Leeds en Premier League, parce qu'à ce moment-là, on se demandait si un jour ce club-là allait revenir en première division anglaise et que, ça c'est le meilleur, il remplacerait Marcelo Bielsa. Tu m'aurais dit quoi?
J'aurais fait. Non, écoute, clairement, clairement, c'est une trajectoire qui a. Lui, il a une anecdote qui est très amusante, Jesse Marsh. Quand il parle, et on peut dire que c'est le moment charnière, hein, dans sa carrière, euh, de son, de son entretien d'embauche au Red Bulls à New York. Et il raconte que là, il a en face de lui, il a Gérard Rouillet, puis un autre gars, qu'il ne connaît pas très bien, et qui se trouve être Ralph Rangnick, évidemment, dont tout le monde parle depuis 6 mois. Et donc, essentiellement, il parle avec Gérard Rouillet. Il parle de ses projets, sa vision. Et sur la fin de l'entretien, cette autre personne, non, commence à discuter un petit peu avec lui, parle de conception de jeu, et puis ça devient un petit peu chaud, au point où ils sont même sur le point de s'engueuler, vraiment tous les deux. Il part en disant, bon, bah, ok, ça, c'est pas très bien fini. Et il reçoit le soir même, il reçoit un coup de fil du club en disant, Ralph Rangnick t'adore. Il a été embauché tout de suite. Et il dit, regarde, ça a été un déclic. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'être forcément. On peut être chaud sur des trucs, mais c'est peut-être la passion et la volonté de faire quelque chose d'intense qui a plu. Et donc, ça a clairement lancé sa carrière, parce que donc, il est rentré dans le système Red Bull, parce que quand on parle de Gérard Rouillet et Ralf Rangnick, là, on rentre dans le monde Red Bull, que ce soit New York, que ce soit Leipzig, Mhm. que ce soit Salzbourg. Et donc, ça l'a amené à travailler à un niveau absolument incroyable, avec des outils absolument incroyables. Quand il parle longuement aussi de l'équipe d'analystes qui a été formée, que ce soit à Salzbourg, soit à Leipzig, donc dans cette académie, cette usine Red Bull, on va dire, au niveau du foot. Dire, regarde, on a des analystes maintenant qui sont que des gros clubs viennent débaucher chez nous, hein. Bayern, ils sont allés chercher des analystes de Mhm. Salzbourg, même pas de Leipzig, de Salzbourg. Il y a des clubs de Première Ligue, je ne sais plus, c'est pas je me demande si c'est pas le Liverpool qui est allé le chercher. Enfin bref, il est rentré donc dans un monde absolument incroyable, qui a clairement permis à sa carrière de partir comme ça, mais parce qu'il avait des qualités, et qu'il a des qualités qu'on n'avait peut-être pas pu voir lorsqu'il était ici à Montréal, parce que c'était son premier poste, parce que c'était un environnement dans lequel lui aussi il se lançait. Rappelle-toi, Jesse Marsh, premier entraîneur d'un Impact de Montréal qui faisait ses débuts en MLS, donc avec beaucoup d'éléments, beaucoup de facteurs qui étaient nouveaux. C'était son premier poste d'entraîneur, nouveau, apprentissage pour tout le monde. Donc, il est clair que le Jesse Marsh de cette année-là à Montréal n'est certainement pas celui qu'on a pu voir ensuite évoluer. Que la courbe arrive, lui permettre d'arriver à Leeds, c'est absolument fantastique. C'est fantastique parce qu'il est américain et qu'il n'y a pas vraiment les entraîneurs américains. Et on pense à Bob Bradley, qui n'a pas connu un passage À Swansea. formidable en Europe, Mhm. à Swansea en particulier. Donc, c'est un pari assez fort du côté de Leeds. Il y a une dernière chose que je Mhm. mentionnais, le communiqué des gens de Leeds au moment de la nomination. Donc, ça vient de ça, ça s'est passé ce week-end, hein, son limogeage. Et tout de suite après, on a dit que Jesse Marsh était l'une des premières personnes auxquelles le club pensait, ce qui a été fait dans les 24 heures. Mais dans leur communiqué, les dirigeants de Leeds ont dit, au fil de nos discussions, son profil est apparu comme le plus intéressant. Ça veut dire qu'ils étaient en contact avec lui depuis bien plus longtemps, qu'ils étaient en contact et en discussion avec Jesse Marsh personnellement depuis bien avant ce week-end, bien avant la semaine dernière. C'est-à-dire qu'il était déjà il y avait déjà un après Bielsa qui se Mhm. dessinait, ce n'est pas surprenant parce que ça allait pas bien du tout à Leeds, et qu'il était déjà, c'était pas un deuxième ou un troisième choix clairement, mais qu'il était depuis quelque temps déjà en pole position, on va dire, parmi les candidats pour le remplacer. Ouais, 2-3 petites choses avant de t'entendre là-dessus. On parle beaucoup de cette année 2012, puis tu as tout à fait raison, Jean, c'était sa première expérience comme coach, mais il ne faut pas oublier que, puis là, j'ai peut-être les journées à l'envers, mais le mardi,
à la fin de la saison 2012, on nous confirmait que Jesse Marsh était de retour la saison suivante. Puis le samedi, finalement, entente à l'amiable, entre guillemets, et Jesse Mhm. Marsh s'en allait. On allait se tourner vers Marco Chalibom. Et moi, j'ai trouvé que Nick DeSantis, quand je lui ai parlé à la radio, il y a eu quand même beaucoup d'humilité de dire on a perdu le nord à quelque part pendant cette saison-là, parce que nous, ce qu'on voulait au départ, avant notre saison inaugurale, c'était d'être compétitif. Quand on s'est rendu compte qu'on l'était, on a voulu plus. On a voulu pousser la note et peut-être que de juste garder le cap avec les objectifs initiaux, ça nous aurait donné plus de patience et qui sait, peut-être que Jesse Marsh aurait été là la saison d'après aussi. Ça, je trouve que ça ouvre une discussion intéressante puis ça permet de commencer à réécrire l'histoire de manière bien différente. Je ne sais pas si Jesse Marsh Oui. serait satisfait de de cette nouvelle histoire-là, mais Sid, l'autre affaire, moi, qui me marque avec Jesse Marsh, c'est j'ai pas l'expression en français, c'est unapologetic. Il fait pas d'aplaventrisme pour s'excuser d'être américain, pour s'excuser non plus d'être le remplaçant d'un gars qui a un statut légendaire à Leeds. Tu sais, quand tu t'entends Marsh dire ça se peut qu'il y ait des gens ici qui n'aiment pas le coach à cause de son accent. Et c'est clair qu'en Angleterre, là, surtout à Leeds, l'accent du Yorkshire, on repassera, là, ça ressemble pas trop à celui de Jesse Marsh. Et il va y avoir un jugement envers lui pour son accent, pour le fait qu'il n'a jamais coaché en Premier League, pour le fait qu'il n'a jamais joué à un niveau comme celui-là non plus. Les gens regardaient la MLS de haut à l'époque où Marsh y jouait. Mais le fait qu'il soit conscient que ces jugements-là vont exister et qu'il les aborde lui-même d'entrée de jeu en disant je suis au courant que ça va faire partie du narratif. Maintenant, c'est à moi de convaincre tout le monde que je suis le bon gars pour la situation. Un, ça démontre énormément de confiance. Et deux, bien, ça donne un capital de sympathie important dont les coachs peuvent vraiment bénéficier si les choses ne se placent pas rapidement avec des bons résultats tout de suite d'entrée de jeu. Oui, mais c'est normal. Si Pep Guardiola, qui a gagné la Ligue des Champions peut-être tu vois, 2 reprises, qui fait les triplés avec le Bayern de Munich, on se demande s'il va réussir avec le club le plus riche de la Ligue, et remis en question. Jesse Marsh, sortant d'un échec à Leipzig, évidemment qu'il va être remis en question. Donc c'est très chauvin, c'est très Première Ligue. Très rares sont les coachs qui sont arrivés avec l'idée qu'ils vont réussir et qu'ils sont la bonne pioche et que ce sera les résultats qui va le démontrer. Donc pour moi, je vois pas vraiment Mais c'est le bénéfice du doute, en fait. Je veux juste préciser ma pensée parce que ce que tu dis, c'est Ouais, tout je à fait comprends. juste. Pour moi, les Américains en particulier, là, pour avoir eu des conversations en Angleterre, ils n'ont pas le bénéfice du doute de peut-être être capable de faire cette job-là. En fait, ça Pourquoi il part de l'aurait? là. C'est pas juste. Je comprends, mais Ben, pourquoi il ben, l'aurait? parce qu'il Genre, parce qu'il est embauché. Si tu prends un Oui. Allemand, si tu prends, non, si tu prends un, non, mais si tu prends un Allemand, les Allemands, en ce moment, leur branding dans le coaching, ils ont le bénéfice du doute de savoir quelque chose que des coachs ailleurs sur la planète savent pas. C'est comme, c'est sexy. Tu as un Patrick Vieira, il va avoir plus le bénéfice du doute que Jesse Marsh à cause de la carrière qu'il a fait comme joueur, du fait qu'il a connu la machine à City, etc. Un Américain qui débarque avec le profil de Jesse Marsh, il a beau avoir entraîné dans la machine Red Bull, pour moi, il n'y a pas le bénéfice du doute en partant. C'est plus tu pars à la négative oui, qu'à oui, la tout positive à, de on est certain qu'il va réussir. Tout à fait d'accord et puis je trouve ça tout à fait logique. Comme on va pas dire normal, on va éviter le jugement moral, mais tout à fait logique. T'as rien réalisé qui mérite que je te donne genre comme tout d'un coup Rome et tous ces trophées, donc c'est normal que je suis dans le doute et après à toi rapidement de démontrer le contraire. Même un Thomas Tuchel, totalement qu'il soit, lorsqu'il arrive à Chelsea, c'est pas comme si on se dit tout de suite c'est la bonne personne. Et il va enchaîner une série d'invincibilité. Puis là, tout d'un coup, on va revisiter ces 3 derniers mois au Paris Saint-Germain de façon différente et on va le mettre de l'avant avec toute l'année 2021 qu'il mérite. Donc non, moi, je n'ai pas cette lecture-là parce que pour moi, Guardiola, c'est l'exemple ultime. Si à partir du moment où tu commences à parler de mal de Guardiola et qu'il y a ce fameux mime de est-ce que Messi pourrait réussir ça dans la pluie à Stoke,
genre comme Jesse Marsh, c'est sûr que tu vas pas être, t'auras pas le bénéfice du doute, ça c'est certain. Maintenant, moi je trouve que c'est un choix qui est très intéressant de la part de Leeds. Effectivement, comme dit le Jean, il était dans les petits papiers. Je pense que peut-être avant la défaite d'ailleurs contre Tottenham et peut-être même celle contre Liverpool, on parlait déjà de Mhm. Jesse Marsh comme rumeur. Ça Mhm. coïncidait un petit peu avec les performances en dents de scie du côté de Greg Berhalter avec l'équipe nationale américaine. On disait qu'il faut absolument foncer sur Jesse Marsh maintenant parce que il y a des équipes qui sont intéressées, dont Leeds, et que moi j'aime beaucoup ce choix parce que dans le style de jeu, même si c'est des liens qu'on ne fait pas, et peut-être parce qu'il est américain qu'on fait pas ces liens-là, je pourrais embarquer dans ça. Je trouve que Jesse Marsh se rapproche extrêmement de Bielsa. Et peut-être qu'à un moment donné, le message ne passait plus du côté de Bielsa, mais les intentions de jeu pourraient demeurer les mêmes avec un Jesse Marsh. Et là, moi, je trouve ça intéressant du côté de Leeds. C'est sûr que ça peut pas être autant le Leeds de pas cette année, mais le Leeds de l'an dernier, enfin du début de l'an dernier, le 6 premiers mois, c'est un football qu'on ne reverra plus. Mais il y a une intentionnalité qui justement, cette école un peu de Ralph Rangnick, il y a quelque chose, c'est un style de foot, c'est une école de football, voilà, c'est une école de football dans laquelle lui il s'inscrit. Donc j'aime cette forme de continuité du côté de Leeds qui n'oublie pas comment ils sont revenus au plus haut niveau en faisant ce choix-là. C'est moins radical, par exemple, que l'arrivée d'un Conte à Tottenham. Pour moi, c'est moins radical que certains choix de coaching qui semblent être une claire rupture. Là, je le vois moins. Je le vois moins. Et j'espère peut-être j'espère qu'on verra, qu'on entendra ce discours-là, parce qu'effectivement, c'est pas voilà, il n'a pas le cachet d'un Bielsa, il y a pas ce romantisme autour de lui, il y a pas tout ce storytelling, c'est certain, et il y a possibilité qu'on le voit Et, juste comme un Américain. et c'est moi, à quelque part, c'est ça que j'admire parce que tu as raison que c'est logique d'avoir cette réaction-là. Sauf que c'est facile après de te réfugier derrière des trucs comme, ben, tu sais, le soccer, c'est un langage international, peu importe tu viens de où, peu importe la langue, on parle toute la même langue, c'est la langue du soccer, puis il n'y a pas de comparaison entre Marcelo Bielsa, mon prédécesseur, et moi. Non, c'est qu'il les attaque de front, ces dossiers-là, puis il dit, je le sais que je vais être jugé, je le sais que les Américains, Mhm. c'est moi qui paraphrase, là, mais sont pas regardés de la même manière. Puis je le sais que c'est une légende qui m'a précédé. Maintenant que je suis au courant de ça, vous savez que je sais, puis je sais que vous savez que je sais. Là, on peut Mhm. partir pour attaquer On cette peut aller, nouvelle, cette on peut nouvelle aller équipe. on peut aller plus loin, on peut aller encore plus loin. Je pense que là, en ce moment, l'assistant à Manchester United qui est américain, il s'est fait moquer en faisant des analogies avec Ted Yeah. Lasso. Puis Yeah. je pense pas que si il était d'une autre nationalité, on serait Un allé dans Portugais. cette Ouais. direction. C'est vrai qu'il y a un jugement qui est très dur, mais je crois que c'est le jugement vraiment de l'étranger, de manière générale, en Angleterre, plus Complètement. que le jugement d'un Américain. Rappelle-toi, Jean, je ne sais rappelle-toi pas si tu voulais. rapidement, Ouais, ouais, c'est ça, juste rapidement, par rapide, contre, Jean, juste, parce qu'on non, a un mais paquet d'autres sujets. ouais, complètement. Mais non, mais j'abonde dans ce que dit avec Sid. C'est, rappelle-toi le jugement qui était porté sur les entraîneurs français en première ligue quand ils sont arrivés. Hmm. Wenger, rappelle-toi Wenger, même Un oui. Bon, extraterrestre. bah, clairement, tu sais, c'est les seuls probablement à l'époque qui auraient pu avoir un peu de crédit, c'était les entraîneurs italiens. Mais clairement, il y a une barrière et petit à petit, ça saute. Alors, ça a sauté pour ouais, des Français, ça a sauté pour un peu plus tard pour des Allemands, des Espagnols, des Portugais. Il est clair qu'à un moment ou à un autre, ça va le faire pour des Américains. Moi, ce que j'aime de Jesse Marsh, c'est son côté, son discours, et elle a été très dynamique, voire même assez agressif, mais très réaliste aussi, en disant justement, voilà, ouais, bon, il y a à tenir parce que je veux un football d'attaque. Maintenant, il y a certainement un certain nombre de choses sur lesquelles on va faire un petit peu plus attention parce que, mine de rien, et ça, il est malin, il dit, bon, notre priorité, ça va être de maintenir Leeds en première ligue. Ouais, la vraie question, c'en est une qui a été soulevée par un internaute. Vous pouvez aller faire un tour sur mon compte Twitter. J'ai placé une photo de Jesse Marsh avec
l'écharpe de l'Impact à l'époque où on le dévoilait comme coach. Il n'y avait même pas les toits sur toutes les tribunes du Stade Saputo à ce moment-là. Et l'autre photo, Mhm. c'est Jesse Marsh qui est dévoilé au public comme nouvel entraîneur de Leeds. Et la question est la suivante. En quelle année, entre 2012 et aujourd'hui, Jesse Marsh a commencé à placer ses cheveux d'un côté puis de l'autre? Parce que la séparation a changé à quelque part. Si vous avez la réponse, venez faire un tour sur Twitter, nous l'expliquer, s'il vous plaît. Jean, on va essayer d'accélérer les choses un petit peu. Les sanctions envers la Russie, les équipes nationales, ces clubs de la FIFA, de l'UEFA, qu'est-ce que tu en penses, puis ça s'en va où? Ça s'en va où? Ça va être toute une discussion. Ce que j'en pense, c'est qu'il était important que la FIFA ait un message fort et qu'il y ait un effet d'entraînement. Un effet d'entraînement, c'est-à-dire que très rapidement, il y ait un certain nombre de fédérations qui se placent et disent voilà la limite, voilà la ligne que nous n'allons pas franchir. Et ils l'ont placée, comme évidemment la Pologne étant la première, mais ça a été suivi très très rapidement par la République tchèque et d'autres nations. Je vais dire non, nous refusons de jouer contre la Russie, quelle que soit la solution, la méthode, Mhm. l'idée que vous allez nous proposer, c'est non. Donc à partir de là, la FIFA s'est retrouvée dans une situation où elle allait devoir prendre une décision, je dirais, beaucoup plus brutale que ce à quoi elle nous habitue. Il est clair que sa première réaction dimanche a été un premier petit pas très timide. Je dirais que c'était une question de gagner un petit peu de temps, euh, au moins les 24 heures nécessaires pour avoir une réaction commune, non seulement avec l'UEFA, mais aussi conjointe aux recommandations et aux déclarations du CIO. Donc à partir de là, il y a une sorte d'effort ou de discours qui est commun aux fédérations et aux diverses organisations et qui est extrêmement fort, beaucoup plus fort que ce qu'on pouvait attendre, qui aboutit donc Mhm. à cette suspension des équipes nationales. Maintenant, où ça va? Écoute, il y a de grosses chances. Là, je ne peux pas dire ce qui va se passer à coup sûr, mais il y a de grosses chances que la fédération russe conteste cette décision-là et Un aille appel. devant le TAS, le tribunal arbitral du sport. Là, on va entrer dans un certain nombre de. Sur quelle base? J'ai travaillé là-dessus. Euh, la Fédé russe dit qu'elle ne voit aucune base légale pour annuler, et là on va être ponctuel, on va aller sur un élément précis. Elle ne voit aucune base légale pour annuler le match du 24 mars, qui est donc la prochaine échéance de l'équipe nationale, la La prochaine Pologne. équipe nationale Mhm. russe, d'accord? Et effectivement, si tu regardes comme ça, il n'y a aucune base sur laquelle la FIFA peut rebondir en se disant, voilà la raison pour laquelle on suspend l'équipe russe. Donc, il va falloir que pour justifier sa position, la FIFA admette qu'elle prend une décision discrétionnaire et politique. C'est ce sur quoi la Fédé russe peut l'attaquer davantage et peut avoir, je dirais, et pourrait avoir, peut-être pas gain de cause, mais en tout cas avoir un jugement, je dirais, un peu plus mitigé. Qu'est-ce que ça Mhm. veut dire? Est-ce que là, tu sais, on a ces questions de barrage du mois de mars, mais qui seront suivies tout de suite du tirage au sort. Il y aura, au moment où il y aura 2 places qui ne seront pas encore décidées, qui seront les barrages Mhm. interzones, qui auront lieu au mois de juin. Est-ce que le TAS peut dire, voilà, nous suivons les recommandations de la FIFA, mais d'un autre côté, nous essayons de pousser cette date butoir en disant, Ça achète est-ce que du les temps. barrages européens ne pourraient pas avoir lieu, les derniers barrages européens ne pourraient pas avoir lieu au mois de juin, en espérant que la situation politique, la situation en Ukraine soit réglée. C'est pas impossible non plus. Mais ce qui est important, c'est de voir si la FIFA va avoir la possibilité d'avancer son discours et de dire, voilà, nous, on a pris une décision
Et au bout du compte, on a pris une décision politique alors que c'est contraire au statut de la FIFA. Tu vois ce que je veux dire? On arrive dans une situation un petit peu, pour faire avancer les choses, il faut être capable de dire le contraire de ce que tu disais avant. Donc, c'est un peu mêlant. Et on en a pas mal parlé ces derniers jours, Olivier, tous les 2. J'ai fouillé, là, j'ai passé une bonne partie. Si je fouillais comme ça chez moi, je trouverais des chaussettes, hein. Alors, il y a un précédent, parce qu'on disait qu'il n'y avait pas de précédent. Il y a un précédent, regarde, de 2018 avec la Fédération palestinienne, qui était Wow. un litige entre Palestine et Israël. Et donc, la Fédération palestinienne s'est plainte auprès de la FIFA, et la FIFA a refusé de se prononcer sur ce litige entre Israël et Palestine. Elle a refusé. Donc la Fédération palestinienne est allée devant le TAS en disant, regarde, euh, on veut avoir une réponse, on veut que la FIFA prenne position sur cette question-là. Donc, recours devant le TAS. Le TAS a refusé, vous me suivez là, avait refusé Oui. la demande de la Fédération palestinienne en disant que finalement la FIFA avait un pouvoir politique discrétionnaire. C'est-à-dire que la FIFA a le droit, même si ça ne semble pas être dans ses statuts, la FIFA a le droit de choisir ses batailles, en fait. C'est- a le droit elle-même de décider ce sur quoi elle va se prononcer. À mon avis, c'est là-dessus que peut-être la FIFA va être capable de se défendre. Il y a effectivement, alors qu'on n'était pas très sûr, il y a un précédent quand même, donc il a fallu le trouver, mais c'est peut-être là-dessus que le débat va se porter. Maintenant, je ne peux pas présumer de comment le TAS va recevoir la demande de la Fédération russe, si elle est bien posée, ce qui n'est pas sûr, mais je serais vraiment surpris qu'elle ne le fasse pas, parce que dès le départ, elle a dit qu'elle avait le droit de poser cette requête devant le TAS, et que elle a fonctionné régulièrement comme ça pour pouvoir aller porter au grand jour ses revendications. Donc, même si c'est une question de politique et de relations publiques, je dirais, pour présenter sa position, je pense qu'elle va le faire. Elle peut aussi arguer qu'il s'agit d'une décision qui, comment dire, qu'elle nuit aux joueurs, et qu'elle-même n'a aucune, la Fédération russe, aucune responsabilité dans la guerre actuelle, ce qui est, ça peut vous faire grimper au rideau, mais ce qui est un élément je dirais de droit très pointu Mhm. que le TAS peut Il serait effectivement recevable. regarder en tant que tel. Ouais, ça montre à quel point tu viens de nous expliquer très clairement quelque chose qui est pas moins complexe puis moins, moins difficile à comprendre. On va enchaîner avec nos sujets chauds. Sid, si tu le permets, une première question pour toi, celle de Christophe. Euh, je t'ai pas rendu là dans ma réflexion, mais la question de Christophe est franchement intéressante. Si James Pantemis a perdu sa place de titulaire avec le CF Montréal, est-ce que Sébastien Preza aurait une chance totalement imprévisible il y a un an, là c'est Christophe qui parle, de rejoindre l'équipe nationale du Canada et de se tailler une place dans le groupe comme troisième gardien pour la Coupe du monde au Qatar? Oui, bien sûr qu'il a une chance, advenant qu'il fasse, une vingtaine de matchs, cette saison, et qu'il performe, forcément que John Herdman va être attentif, à ça. Maintenant dans son style de management, John Herdman, est aussi un très loyal dans ses choix, et peut-être que au nom de la vie de groupe, ou des efforts consentis dans le passé, James Pantemis pourrait avoir un avantage sur lui. Mais après c'est même pas les seuls. Sinclair, enfin il y a d'autres gardiens Mhm, aussi qui peuvent se glisser mhm. à la conversation. Mais effectivement, Sébastien Breza vient de mettre son nom sur la liste. D'ailleurs il est sur la pré-liste, mais Mhm. effectivement, ça à considérer, oui, tout à fait. Ouais, et Sébastien Breza a des défauts, mais il ne semble pas avoir peur de la pression, de relever des nouveaux défis. Ça semble un gars qui s'intègre quand même assez rapidement aussi.
Moi, c'est une des choses qui m'a impressionné l'an dernier. Pour un gars en prêt, tu le sentais tout de suite bien enraciné, quelques semaines seulement après son arrivée de Bologne. Bref, ça va être très intéressant à suivre ce dossier-là. Martin Sinot, maintenant, Jean nous demande, est-ce que c'était une erreur de Chelsea de mettre Kepa au lieu de Mendy en fin de match pour les pénaltys? On parle évidemment de la Carabao Cup face à Liverpool. C'est une question, c'est facile de le dire rétroactivement. C'est une question vraiment de feeling. On a déjà eu cette discussion-là, de discussion probablement avant le match. Il y a des situations dans lesquelles ça marche. On pensera toujours à Silesen avec Ranghal, avec les Pays-Bas lors de la Coupe du Monde, où il fait justement cette substitution pour mettre ses Krul. Kim Krul qu'il fait rentrer à la 120e pour les tirs au but. Ça marche complètement. Donc, faire ce choix-là, je pense que c'est vraiment une question de moment même. Il avait donc clairement envisagé la possibilité. Non, je ne pense pas que c'était une erreur. Mais là encore, je te dis, rétroactivement, on peut en discuter pendant des heures. Je pense que dans le match lui-même, dans les 120 minutes de jeu, où Mendy a été très très bon, il y avait un argument pour le garder, très clairement. Et puis, là aussi, quand tu regardes comment la séance s'est passée et qu'il n'y a eu aucun arrêt de gardien, tu peux dire, bon, bah, à quoi ça a servi. Mais, et puis, bon, que ça se termine par Kepa qui manque son tir, mais ça, c'est encore autre chose. C'est difficile de critiquer le choix de Tourelle d'avoir pris cette décision-là parce qu'elle a la possibilité de déstabiliser complètement les tireurs adverses. Sid, je te regarde réagir depuis tout à l'heure. Non, moi je critique totalement le choix de Tourelle et non pas à cause de la finalité, puisque effectivement on peut même aller du côté de Chelsea avec la finale de la Supercoupe ou contre Villarreal, il fait ce changement-là et Chelsea l'emporte. Moi je pense simplement que c'est un manque de respect pour Edouard Mendy qu'on considère à juste titre en ce moment comme le meilleur gardien du monde, qui sort d'une finale au tir au but remportée avec le Sénégal. Finale où il a été décisif et dans ce match-là où il a été excellent face à Liverpool, je pense qu'il mérite d'aller à sa séance de tir au but. Et puis, même si Kepa l'avait emporté, mon sentiment et mon ressenti, il est au moment du changement où je ne comprends pas, je n'accepte pas. Je comprends, mais je ne l'accepte pas. Et je pense que c'est une mauvaise décision de la part de Tuchel et qui, pour tous les gardiens qui sont à la même table que Mendy, il n'aurait jamais pris cette décision-là. Je crois qu'il faut aussi parfois, du côté de ces super coachs, arrêter de jouer aux apprentis sorciers en tout temps. C'est des choses qui ont souvent nuit à Pep Guardiola et qui là dans ce cas de figure a nuit à Thomas Tuchel, et je pense qu'il faut aussi la voir comme leçon apprise dans des moments, parce que si le fameux moment dont parle Jean, je le conçois totalement, mais après la finale gagnée contre l'Égypte, il y a aussi un autre moment dans le moment que Edouard Mendy aurait mérité de pouvoir savourer. Il y a aussi une leçon dans ce que tu viens de nous offrir comme propos, une leçon que j'ai bien appris et que je compte utiliser à la maison avec ma fille, avec ma femme. C'est pas que je comprends pas, c'est juste que je ne l'accepte pas. Il y a une nuance entre les deux. Je te remercie, Sid. Je pense que ça va m'être très utile. Le chèque sera dans le poste le jour où c'est le cas. Sid, on poursuit avec toi, avec Marco Teluhuro, qui nous dit les rumeurs de Georgi Mihailovic flottent beaucoup sur Twitter ces jours-ci. À combien de millions vous le laissez partir? Selon vous, il part à la fenêtre d'été ou il termine la saison à Montréal, comme ça a été le cas pour Tejan Buchanan avec les Revs? Juste une petite parenthèse avant de te laisser répondre à ça, Sid. Il y a deux perspectives. Il y a celle du directeur sportif, puis là, on ne parle pas juste à Montréal, là, c'est partout en MLS. Il y a celle du propriétaire. Parce que peu importe le prix que tu vas chercher pour un joueur, il y a seulement 1 million en argent d'allocation que tu peux utiliser concrètement pour améliorer ton équipe. Ceci dit, tu demandes au propriétaire, que ce soit la famille Saputo ou autre, est-ce que tu aimes mieux vendre un joueur 6 ou 16 millions? Je veux dire, un fou dans une poche, tu vas prendre les 10 millions de plus. Mais là, le risque est de savoir le temps que tu gardes ce joueur-là et que tu espères le voir prendre 10 millions de plus en valeur. Moi, je
Je pense que psychologiquement, il doit y avoir un cap à quelque part pour un joueur qui arrive de la MLS. C'est là où ça devient un exercice intéressant. Donc, je suis conscient qu'on spécule, mais je voulais juste apporter cette, cette précision-là qui est importante dans la construction de l'équipe, alors que, évidemment, savoir que quelqu'un part pour 14 millions, ça fait un splash marketing, puis ça met de l'argent dans les poches du propriétaire. Ces deux choses-là sont évidemment très positives. Donc, Sid, t'en penses quoi dans le cas spécifique de Georgi Mihailovic? Non, ce que tu dis est très juste. Et puis après, d'un point de vue sportif, quel est le remplaçant? Est-ce qu'il est déjà dans l'effectif ou s'il faut faire son acquisition? Je dirais que personnellement, le plus important, c'est le pourcentage à la revente ce qu'il faut Que absolument tu qu'il gardes. y ait au contrat. Ouais, c'est exactement. Je pense que c'est important que ce soit mis au contrat et qu'il soit le plus élevé possible. Donc ça peut parfois aller jusqu'à 15, parfois on a même vu du 20%. Quelle que soit la destination, tu t'assures que s'il fait bien là où il va et qu'il est revendu, toi, tu en reçois certains bénéfices. Fait que là, Mais tu es en train de. Sid, tu viens de nous annoncer qu'il s'en va à Bologne, comme ça, tu es capable de négocier 15% au lieu de 5, c'est ça? De ce que j'ai compris de la conférence de presse d'Olivier Renard, où il parlait de ces fameux clubs frères, sœurs, parce que c'est pas le seul club. Mhm. On peut considérer par exemple que Colorado avec Arsenal. Ouais. Enfin, il y a d'autres clubs qui ont ce type de partenariat. Il faudrait que sur le marché, il existe une offre qui soit similaire à celle de l'acquisition du club partenaire. Donc, un mécanisme justement pour éviter que des clubs puissent s'enrichir avec le fait qu'ils aient une propriété Mhm. commune. Donc c'est peut-être un peu plus compliqué du côté de Bologne. Et puis moi, je te l'avais souvent dit, c'est pas une destination que je considère. D'accord. Pour toutes sortes de raisons. Mais c'est vrai que non, j'ai du mal à chiffrer. C'est un joueur qui est un peu sous le radar. Il n'est pas dans le programme national américain à un âge où il devrait Même un peu. l'être, avec des. Enfin, oui, il l'est, t'as raison. Dans la liste élargie, il faisait partie du camp de pré-saison, mais il n'est pas dans les 23 qui ont fait les listes pour le moment. Donc c'est pour ça que j'ai du mal à évaluer son prix. Il serait dans l'équipe Mhm. nationale que j'aurais pas été choqué de voir un montant autour de 12 millions. Mais là, il l'est pas. Donc je pense que d'un point de vue des clubs européens qui vont se positionner, il y aura toujours ça qui va être pris en considération. Il n'est pas véritablement à l'international et donc Mhm. ça peut baisser son prix. Après, au niveau de son passeport, il est possible qu'il ait un passeport européen et ça c'est aussi une considération qui est très importante voilà, lorsqu'on fait ces transferts. Donc son prix c'est compliqué, mais absolument qu'il y ait une clause de pourcentage à la revente. Ça il faut absolument que ce soit le cas et il pourra partir plus sereinement, en tout cas à mes yeux. Pour Bologne. Non, c'est pas toi qui as dit ça, je sais. Les gars, ça a été un grand plaisir de jaser avec vous encore une fois. Juste une petite seconde en Merci. terminant l'émission pour vous dire que dimanche matin, on vous présente au Réseau des sports, on vous présente cette rencontre de Liga espagnole. Vous savez, tous les matchs de la Liga vous sont présentés sur RDS Direct. Les matchs qu'on ne vous présente pas sur la télé traditionnelle, on vous les présente sur RDS Direct. Cette semaine, sur RDS, ce sera à 10h, Elche face au FC Barcelone qui prend un gros coup de mieux par les temps qui courent. Donc, une performance à surveiller du côté de Elche. À noter également qu'on aura un entretien avec Mathieu Choignard qui est prévu. On pourra peut-être lui parler de son nouveau contrat. Pas mal certain qu'il a eu l'occasion de célébrer avec la famille. Les gars, un gros merci. Vous surveillez quoi très rapidement en 5 secondes au cours de la prochaine semaine? Sid, d'abord. PSG Nice, en Ligue 1, premier contre deuxième. Avec Kylian Mbappé qui marche sur l'eau par les temps qui courent. Jean? Premier contre deuxième, Milan-Naples, Naples-Milan en Serie A, parce que là, ça va être après les dominations de la Juventus, de l'Inter. Est-ce qu'on aura une nouvelle équipe capable d'aller chercher le titre en Italie? Ce serait intéressant. Oui, puis moi, je vais surveiller Kai Kamara qui va être obligé de commencer en attaque pour le CF Montréal parce que Romel Kyoto a eu une bulle au cerveau, comme ça avait été le cas en septembre 2020 à Vancouver. Les gars, toujours un plaisir. Attends, à nos auditeurs, on ne répond pas le match du CF Montréal parce que par défaut, c'est le match qu'on surveille. Donc, Oui. Non, mais t'as le droit. Pas d'excuses à donner. Là. Jesse Marsh assume Jesse que les Marsh. gens vont peut-être juger, puis c'est correct avec ça. On a tous des accents. Merci, les gars. Merci à vous d'avoir été à l'écoute. Merci de nous poser vos questions sur Twitter. Continuez de le faire
avec le hashtag LDSF. Continuez également de partager le contenu sur le rds.ca/balado-diffusion sur iHeartRadio et toutes vos plateformes préférées.